vous allez le voir dans un instant. Alors, Madame procureure est agrégée d'histoire et elle a fait ses études à Paris, Paris 4, Paris-Sorbonne. Et il y a ici, dans cette salle, déjà un certain nombre de personnes qui ont été même ses condisciples et donc et qui ont plaisir à cette occasion à la revoir. Mais le plus important, c'est qu'une fois agrégée, Madame procureure est partie enseigner dans la Manche, un temps où elle a enseigné pendant plusieurs années au lycée, excusez-moi que je recherche mes... au lycée, voilà, le Verrier, à Saint-Lô, j'aurais dû m'en souvenir parce que le Verrier, c'est une grande rue, enfin une rue importante du 6e arrondissement. Et ensuite, après avoir achevé ses études, ses missions et son enseignement au lycée de Verrier, elle a repris les études pour faire une thèse sous la direction de ses anciens maîtres, Jean Tullard, que nous connaissons, que nous avons vu ici, et de Jacques-Olivier Boudon, qui lui a succédé. Et donc, elle a soutenu avec, bien sûr, succès cette thèse. Elle est donc non seulement agrégée d'histoire et de géographie, mais également docteur de la Sorbonne. Et le sujet de sa thèse, c'était ce qui nous réunit aujourd'hui, c'était Charles-Marie de Felletz, un défenseur des belles lettres, et dont elle va nous parler, et qui a été un personnage important, méconnu, mais important, de l'université sous l'Empire et sous la Restauration, et aussi conservateur en chef, directeur de la bibliothèque Mazarine, ce qui on fait un personnage. Voilà, mais j'en ai à la fois trop dit et pas assez, mais ce pas assez va être comblé tout de suite par Madame procureure à qui je cède la place. Monsieur le Président, donc merci beaucoup pour votre accueil très sympathique. Merci à tous et à toutes d'être présents et présentes ce soir. Je remercie tout particulièrement donc deux personnes qui m'ont très bien accueilli hier, Madame Delmas et Monsieur Chevalier, qui ont eu beaucoup de gentillesse donc dans cet encadrement. Effectivement, je vais vous parler ce soir de Charles-Marie de Felletz, défenseur des belles lettres, mais plus particulièrement dans un volet en fait de ses fonctions, puisqu'il a eu des fonctions multiples, et notamment donc celle de membre de l'université sous l'Empire et sous la Restauration. Nous sommes au début du 19e siècle et nous sommes avant ce que l'on appelle les lois Guizot, donc ministre de l'instruction publique de Louis-Philippe. Et donc, ces lois Guizot, celle du 28 juin 1833, amorce en fait un enseignement donc primaire pour les communes ayant au moins donc 500 habitants, à savoir donc ces communes de plus de 500 habitants seraient amenées donc à créer une école publique de garçons. Une autre circulaire donc suit 2 mois plus tard, nous sommes en juillet 1833, qui incite les préfets à organiser une école normale de formation donc d'instituteurs. Mais ce ne sont que les prémices, nous ne sommes pas encore dans ce temps-là. Cela veut dire qu'au début du 19e siècle, ceux ou celles qui accèdent, mais surtout ceux qui accèdent à l'enseignement primaire sont une toute petite minorité chez les garçons. Et l'accès à l'enseignement secondaire ne représente en tranche d'âge que 2% en fait des garçons, ce qui est effectivement très peu. Cela veut dire que tout ce qui concerne l'enseignement, tant sous l'Empire que sous la Restauration, ne sert qu'à former donc des élites. Donc c'est important. Ce qui est important aussi, c'est que Charles-Marie de Felletz
a effectivement été donc l'élément de ma thèse donc d'histoire moderne et contemporaine, mais il n'a pas été que cela. Il a été donc critique littéraire et réputé au journal donc des débats de 1802 à 1829. Il va être conservateur effectivement à la bibliothèque Mazarine à partir de 1809 et il le restera jusqu'en 1850. Et puis, pendant une courte période de sa vie, entre 1812 et 1830, il a 2 postes à l'université. Il est membre de la commission donc, des livres classiques, je vous expliquerai, et puis, donc ça sous l'Empire, et sous la Restauration, il est l'un des inspecteurs de l'Académie de Paris. Donc, en fait, cette conférence, autour de la problématique suivante, veut aborder donc un thème particulier. Comment, finalement, à partir du parcours un peu particulier, mais qui était finalement un peu en usage à l'époque, eh bien, on peut réussir donc à comprendre comment pouvait fonctionner l'université, tant sous l'Empire que sous la Restauration. Donc, mon plan... Alors, ça marche. Monsieur, j'ai fait une problématique. Non, non, ça reste trop longtemps, mais elle ne décolle pas. Voilà. Mon plan, donc, est un plan simple. Excusez-moi. Un plan, donc, en 2 parties. Première partie, un membre de l'université sous l'Empire. Une seconde partie, un membre de l'université sous la Restauration. Sur le plan donc des sources manuscrites, donc les archives, je ne vais pas faire tout un grand développement. L'élément clé, ce sont les archives nationales, donc à Pierrefitte, avec bien entendu donc la série F17, l'instruction publique, et plus particulièrement donc tout ce qui concerne soit ses attributions, donc au sens large, et puis bien sûr son dossier donc particulier. La bibliographie, donc, elle est sommaire. Je ne vais pas tout développer pour une raison de temps, mais il faut voir les ouvrages donc, de Guy Capla, les ouvrages donc, de Jean-François Condette pour tout ce qui concerne la partie Empire et Restauration. Et bien entendu, pour l'Ancien Régime, parce que forcément, je vais vous en parler, eh bien, ce sont donc les travaux de Marie-Madeleine Compère, de Dominique Julia et de Roger Chartier sur l'éducation en France, donc du XVIe au XVIIIe siècle, avec des gros plans sur les collèges royaux. Donc, nous allons aborder une première partie. Donc, première partie, Charles-Marie Felletz, membre de l'université sous l'Empire. Nous sommes le 11 mai 1812 et un arrêté ministériel signé de Fontane, grand maître de l'université impériale, fait de Charles-Marie de Felletz un membre de la commission des livres classiques. Quelques jours plus tard, Fontane lui écrit « Je regarde comme un devoir d'attacher à l'université impériale tous les hommes qui ont conservé la tradition des bonnes études et du bon goût. Et vous savez, monsieur, en vous choisissant, ce n'est pas un devoir que j'ai rempli sans plaisir. » Donc, la question est la suivante. Qui était, donc, en 1812, Charles-Marie de Felletz? Brièvement, il est né en 1767, il est né dans le Limousin, dans une famille de petite noblesse, mais d'ancien lignage, et fier de son passé. Il est le cadet d'une famille de 5 enfants, 3 garçons, l'aîné Ira donc, sera officier. Donc lui est destiné donc à l'Église. Il est brillantissime, mais il est envoyé par son père, un gentilhomme campagnard ambitieux, au collège de Brive, puis au collège de Périgueux. Ce sont 2 collèges tenus par les doctrinaires, et les doctrinaires enseignent d'une façon très intéressante parce qu'il y a un esprit d'ouverture, un esprit d'humanisme. Et cela, M. de Felletz l'aura tout au long de sa vie. Et puis, parcours, donc pour un élève brillantissime, il va partir à la faculté de théologie de la Sorbonne, donc à Paris, et il part, donc nous sommes avant la Révolution, il va être logé donc au Collège Sainte-Barbe, sur la montagne Sainte-Geneviève, et là il suit ses cours de théologie, il devient licencié en théologie, il devient docteur en théologie. Nous sommes au début de la Révolution, en 1791, alors que la Révolution donc, remet en question donc, l'importance de l'Église. Il pourrait, s'il n'avait pas donc une foi chevillée au corps, donc changer donc d'orientation, pourquoi pas,
eh bien, il est donc ordonné prêtre secrètement. Donc, nous sommes en mars 1791, il devient prêtre. Et donc, très vite, la situation donc, devient très délicate à Paris. Il revient en province, il est chez ses parents, puis ensuite il se cache. Dès qu'arrive donc la terreur, représentant mission, Rouffasillac, donc dans le Périgord, il se cache chez des parents, puis ensuite chez des amis. Et puis, un jour, parce que c'est impossible en fait de continuer de vivre comme cela, les persécutions deviennent de plus en plus grandes, il est un suspect parmi d'autres, il va se présenter à Périgueux, là où se trouve en fait la municipalité, et il se présente aux autorités, arguant de toute façon de sa bonne foi. On lui reproche, mais c'est la terreur, hein, de ne pas avoir donc prêté serment, mais il dit non, je n'ai pas donc de mission sacerdotale, donc je ne suis que prêtre, mais je n'ai rien, je ne suis pas curé, etc. Donc il est arrêté, emprisonné, et il est conduit donc régulièrement, il est déporté en Guyane. Ça ne se fait pas parce que les navires donc anglais sont sur l'Atlantique. Donc sa déportation est commuée en fait en un emprisonnement donc très 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 dur qui va se faire à Rochefort, sur les pontons de Rochefort. Il a une vingtaine d'années, 25 ans. Il a une santé relativement robuste, hein. Il va donc tenir le coup. Ils seront très peu de survivants. Il n'en parla jamais, juste une fois sur la Restauration, en faisant une critique littéraire pour le Journal des débats. Mais bon, il sera marqué donc bien sûr à jamais. Il revient donc en 1795, après la terreur, il revient donc chez son père et là il va s'occuper de sa famille, bon un peu disons qui a beaucoup de difficultés. Il s'occupe notamment d'un de ses frères qui était donc dans l'armée des princes et qui désire rentrer donc en France, hein, pour disons sa situation soit réglée. Il faut qu'il soit disons rayé de la liste des émigrés. Donc il s'en occupe. Dans un premier temps, Monsieur de Feletz est à Périgueux, il écrit à Bonaparte, ça ne marche pas, il monte à Paris, et là, il va retrouver à Paris, bon, et bien sûr, il fait des démarches auprès du ministre de la Justice, au ministre de la Police, et donc là, il va retrouver à Paris des condisciples du Collège Sainte-Barbe, notamment les frères Bertin, qui viennent d'acheter le Journal des débats. Ils le convainquent donc d'écrire donc au Journal des débats, et en 1802, il entre au Journal des débats et il va signer A. Donc à partir du moment où il est installé à Paris en 1802, il va chercher bien sûr à se loger, et donc il va vivre jusqu'en 1816, 12 rue des Petits Augustins. Donc, dans une partie de la rue Bonaparte actuelle, il occupait un appartement dans une dépendance du couvent des Petits Augustins qui avait été quartier. Enfin bref, c'est l'emplacement en fait de l'école des Beaux-Arts à l'heure actuelle. Et ensuite, en 1816, il aura un logement de fonction à la bibliothèque Mazarine, et cela jusqu'en 1850. Donc, de par en fait son parcours, il va fréquenter les hommes de la presse. Il va fréquenter donc des hommes politiques, des écrivains. Et puis, parce qu'il appartient à un monde d'avant, eh bien, il va être introduit donc auprès de gens qui sont comme lui, hein, donc des royalistes, etc. Il fréquente le salon de Chateaubriand, et qui se trouve Faubourg Saint-Germain. Et Chateaubriand donc le fait connaître des poètes comme Chênedollé, comme Schubert et Fontane. Fontane, qui, le temps passe, qui en 1808 est président du corps législatif. Et Fontane lit, parce que c'est aussi un écrivain, poète, écrivain, il a dirigé le Mercure de France, etc. Il connaît en fait ses critiques littéraires disons, d'ouvrages très variés. Et dans ses critiques littéraires au débat, notamment, il est amené donc à commenter des ouvrages de pédagogie. Ainsi, par exemple, un extrait d'un article du débat de juin 1804,
Il s'agit donc des deux volumes de leçons de littérature et de morale de messieurs Noël et de Laplace. Monsieur François Noël était inspecteur général, un des premiers inspecteurs généraux nommés par Bonaparte, et monsieur de Laplace est professeur d'éloquence latine à la faculté des lettres de Paris. Donc, cela se met donc en place. Voilà. Et donc, ce qui explique en fait la nomination de notre personnage, qui finalement donc peut être tout à fait intéressant et rendre service à l'université qui se construit. Nous sommes, on tourne un tout petit peu en arrière, Monsieur de Fontane est sûr de Monsieur de Félix, qui est comme lui, donc un néo-royaliste, enfin un royaliste, mais Fontane est un néo-royaliste, il est très sûr. Et dans cet enseignement, cette université qui est en train de se refaire, puisque n'oubliez pas les collèges royaux qui tenaient en fait l'enseignement secondaire ont été démantelés sous la Révolution en 1793, qu'il y a une tendance qui se fait avant 1806-1808 à un regain donc de collèges privés, religieux ou pas. Donc il s'agit de contrer dans l'enseignement secondaire un réveil, donc disons de ces collèges qui ne seraient pas tenus véritablement par donc le pouvoir politique. Donc s'organise à partir de 1806 l'université impériale et en 1808, il y a une véritable construction de cette université avec un grand maître, ce que vous retrouvez sur mon organigramme, le comte de Fontane. Et dans cette structuration, on va retrouver des hommes d'église. Donc, si vous voulez, cette nouvelle construction universitaire où le fer de lance va être les lycées, créés en 1802, où donc notre Fontane a participé à une réflexion en 1802 sur les premiers lycées. Donc, eh bien, on trouve des hommes d'église. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, les collèges, disons, privés, il faut les tenir. On préfère faire autre chose, les lycées, qui vont être un peu faits sur le modèle des collèges royaux. On répartit les élèves par classe d'âge, des premières classes, en fait, classes de grammaire, pour aller jusqu'aux classes de rhétorique, qui correspondent à la première pour nous, puis ensuite mathématiques spéciales, et puis classe de philosophie pour aboutir au baccalauréat. Donc tout cela se fait entre 1806 et 1808, mais je vous disais donc que le religieux n'est pas totalement absent dans cette structure qui se met en place, parce que la volonté de Bonaparte, c'est de rallier donc à l'université les royalistes, ne pas leur faire peur, et les catholiques. Donc écarter tout ce qui pourrait être libéral et un peu trop républicain. Donc à l'intérieur de cette structure donc hiérarchique, des personnalités comme le chancelier, Monsieur de Villaret. Monsieur de Villaret est un évêque, enfin c'est un évêque, donc il a eu des postes à Amiens, il était évêque d'Amiens, il a eu 2 postes en Italie. Donc dans le conseil de l'université, dont je vais vous parler après, dans le conseil de l'université, il y a donc là aussi des hommes d'église, par exemple l'abbé Emery, qui est supérieur de l'oratoire. Dans le conseil de l'université, parmi les conseillers, il y a aussi donc l'ancien archevêque d'Alès, Monseigneur de Bossé. Donc, vous voyez, il y a cette liaison. On veut que la morale, que la religion ne soit pas absente universitaire, mais voilà, donc tout est bien cadré. Le conseil de l'université est un conseil donc important, puisqu'il a donc des pouvoirs, d'abord 30 conseillers, pardon, il y a 10 conseillers qui sont des conseillers titulaires, nommés à vie, alors des conseillers d'État, des juristes, enfin des gens très proches en fait du pouvoir politique, et puis 20 conseillers qui sont des conseillers ordinaires,
où l'on va trouver, donc, entre guillemets, quelques pédagogues, inspecteurs, etc., qui, eux, sont nommés que pour 1 an et renouvelables. Je vous dis, ce conseil de l'université, c'est l'élément clé, en fait, de la structure universitaire de l'époque. Donc, à savoir, avec des attributions, donc, qui sont des attributions administratives, des attributions, donc, disciplinaires, mais surtout, et on va en venir au personnage, des attributions, donc, pédagogiques. Alors, je vous lis, donc, ce qu'il est dit par une ordonnance de 1809. Donc, parmi les pouvoirs d'ordre pédagogique, admission ou rejet des ouvrages qui doivent être mis entre les mains des élèves ou placés dans les bibliothèques des lycées et collèges, examen des livres nouveaux proposés, donc pour l'enseignement. C'est-à-dire une volonté, en fait, d'uniformiser dans tout l'Empire un même type de manuel. Ce n'est pas en fait un élément nouveau. Sous la Révolution, la Convention, il y a eu un essai en fait d'uniformisation, mais les événements ont fait que ça n'a jamais été mis véritablement en pratique. Et bien entendu, donc ces ouvrages qui seraient les mêmes pour tous, pour toutes les classes, donc dans tout l'Empire, devrait donc correspondre à ce que l'on souhaite aussi pour les élèves. Dans la grande tradition d'Ancien Régime, c'est le latin, ce sont les lettres qui sont les éléments clés. Alors, les conseillers donc, de l'université, ils ont beaucoup à faire, surtout lorsqu'ils sont effectivement les conseillers ordinaires. Et parmi les conseillers ordinaires, il y a pas mal d'inspecteurs généraux. Et donc, les inspecteurs généraux, ils tournent dans les premiers lycées, il y en a 45 sous l'Empire. Hein, donc, ce ne sera pas une très grande réussite parce que les collèges municipaux garderont quand même la main. Mais donc, ils sont un peu débordés, ces conseillers dominants, inspecteurs généraux. Donc, très vite, il va falloir mettre en place une commission, c'est en 1809, une commission donc, pour la composition des livres classiques ou élémentaires. Donc, sont réputés classiques, je reprends les termes, les livres prescrits pour l'enseignement dans toutes les classes des établissements d'instruction publique. Eh bien, il y aura 10 membres dans cette commission, vous voyez, j'ai encadré, commission donc des livres classiques. Il y aura bien entendu Fontaine, qui sera président, mais lui, il est aussi très, très occupé. Un vice-président, M. Desrenaudes, qui sera président jusqu'en 1815, puisque là, ça s'achèvera. Il y a donc 2 inspecteurs généraux, messieurs Joubert, donc le poète, excellent inspecteur, et monsieur Guénon de Mussy, donc 2 inspecteurs généraux qui vont passer leur temps à faire des tournées dans tous les lycées, donc il fallait aussi avoir une sacrée santé. Et puis, alors, les autres, eh bien, les autres, on va les chercher parmi des personnes qui sont sûres, à savoir royalistes, catholiques, bien pensants, etc. On recherche des personnalités pour leur mérite littéraire connu. Donc, Fontaine travaille dans ces relations. Les premiers nommés, M. Adry, qui était un bibliothécaire, l'abbé Galard, qui était un érudit aussi, qui s'était occupé donc d'éditer les œuvres de Fénelon. Et il y a donc plusieurs personnes qui appartiennent au Journal des débats, qui sont rédacteurs au débat. Il y a donc notamment Louis-Simon Auger, futur académicien, Jean-François Boissonnade, un très grand helléniste, professeur de grec à l'université, et Jean-Joseph Dussault aussi, donc 3 rédacteurs au début. Et en 1812, l'abbé Galard meurt. Eh bien, notre Charles-Marie de Fenetz, toujours critique littéraire au débat, donc va remplacer donc, notre personnage décédé. Les travaux de la commission commencent en 1810 et se terminent en 1815. Alors, ça se passait de la façon suivante. Les membres de la commission se réunissaient donc toutes les semaines au chef-lieu de l'université, qui était alors 30 rue Saint-Dominique. Il y avait donc des commissaires qui étaient chargés donc ultérieurement donc de lire un certain nombre d'ouvrages qui pourraient être retenus pour être des ouvrages en fait choisis pour être
prix pour les programmes donc, des lycées, ou être mis dans les bibliothèques des lycées, ou être donné aux distributions donc, des prix. Et donc, il y avait exposition donc, de ce qu'ils pensaient devant leurs collègues. Là, la décision, en fait, se faisait à la majorité donc absolue des voix, mais le dernier mot revenait donc au grand maître. Alors, du point de vue pratique, je vous disais, ceux qui ont surtout travaillé, ce sont nos personnages du journal des débats, enfin devenus donc commissaires, parce que les autres étaient très occupés par d'autres fonctions. Alors en tout, jusqu'en 1815, jusqu'en octobre 1815, date à laquelle en fait la commission est réduite au moment de la seconde restauration pour des questions d'ordre financière. Il y aura en tout 66 séances. Mais bon, ils ont fait quand même du très bon travail. Leur traitement était un traitement de 1200 francs, ce qui correspond à annuel, ce qui correspond donc à un traitement donc d'un employé, donc d'un employé, disons d'administration. Ce n'est pas très élevé. Et donc le 13 octobre 1815, ils sont tous remerciés. Donc, entre octobre 1815 et novembre 1820, date à laquelle M. de Feletz va reprendre du service, M. de Feletz va continuer à s'intéresser à l'université. Or, pourtant, sa vie va être complètement transformée. Nous sommes en 1814. En avril 1814, c'est la première abdication de Napoléon. Et là, pour le journal des débats, donc de l'Empire, et pour M. de Feletz, c'est une véritable libération. Donc, il écrit énormément. Il écrit donc, durant la première restauration, 44 articles en politique, en littérature, etc. Et il attaque à fond Bonaparte et il soutient à fond donc les Bourbons. Mais pas de chance pour lui. Eh bien, il y a un retour délicat. C'est le retour donc de Napoléon. Et le retour de Napoléon, ça veut dire donc une situation extrêmement difficile lors des 100 jours, entre mars et juin 1815, pour Charles-Marie de Feletz. Il fait partie de ceux qui sont épurés de l'administration. Et notamment, ça se traduit alors au Journal des débats, c'est un journal privé, donc à capitaux privés. Là, il s'abstient bien sûr d'écrire. Hein, pour lui, ça va de soi. Mais il peut être attaqué pour son poste de conservateur de la bibliothèque Mazarine, qui dépend du ministère de l'Intérieur. Et là, l'épuration donc au ministère de l'Intérieur, qui touche très très dur, elle touche presque tous les préfets. L'administration parisienne donc de l'Intérieur est très très touchée, mais M. de Feletz est le seul conservateur d'une grande bibliothèque à être mis à l'écart. Il est révoqué le 7 avril 1815. Donc, période dure, psychologiquement, etc. Mais il y a Waterloo, la seconde abdication, et puis le retour des Bourbons. Louis XVIII qui revient à Paris le 24 juin 1815, donc quelques temps après, Monsieur donc, de Feletz retrouve son poste de conservateur. Il va écrire de nouveau donc, au Journal des débats d'une façon extrêmement dynamique, euphorique, et puis surtout, il devient littérateur pensionné donc, par le roi, ce qui est tout à fait important. Il va être reçu dans les plus grands salons parisiens donc, de l'époque. Il est reçu, nous sommes à l'époque du duc de Richelieu, président du Conseil, royaliste modéré, très, très, très intéressant. Et il est reçu dans le salon de Madame de Montcalm, qui est la demi-sœur du duc de Richelieu. Un salon aussi très ouvert, très politique, mais aussi très ouvert. Charles-Marie de Feletz est reçu en toute amitié. Et il est reçu aussi dans le salon de Madame de Duras, là aussi, Faubourg Saint-Germain, un salon plus littéraire. Madame de Duras, femme du premier gentilhomme, donc du roi, est une femme très fine, très, très élégante, et qui écrit donc des romans à forte portée
sociologique, dirait-on, à l'heure actuelle. Et donc, nous sommes dans un entre-deux. Pour lui, c'est une période d'épanouissement. Et il continue à s'intéresser à l'université, au monde enseignant. Or, depuis 1815, toute la structure que je vous ai montrée n'existe plus. Il n'y a plus de grand maître de l'université, il n'y a plus de chancelier. De 1815 à 1822, on est dans un entre-deux. Dirige, en fait, alors, l'université, une commission de l'instruction publique, dont, disons, celui qui est le maître d'œuvre est Royer-Collard. Royer-Collard, qui était girondin sous la Révolution, et qui est un royaliste modéré, c'est un homme de lettres aussi, hein, il a été professeur donc, de lettres, et il est proche aussi donc, du duc de Richelieu, et en tout cas, il est très opposé aux ultras. Donc en fait, cette commission d'instruction publique, qui va durer pendant quelques années, elle est, sans le dire, enfin sans l'exprimer par les mots, elle est proche en fait de l'université impériale, où le monopole universitaire, donc à savoir une volonté d'enseignants donc neutres, pas marqués par un contrôle des évêques, etc., des archevêques, est présent. Mais cette commission de l'instruction publique, elle gêne un peu. Elle gêne ceux qui essayent de s'affirmer durant cette période, à savoir les ultras. En 1816, à la Chambre des députés, il y a un débat sur l'enseignement. Et il y a les nostalgiques, enfin les ultras sont des nostalgiques justement d'un enseignement d'ancien régime, où les évêques, les archevêques contrôlent donc l'enseignement. Et le débat se traduit notamment par l'intervention d'un député ultra. Nous sommes en juin 1816, un député de l'Ain, qui est ultra, monsieur de Murat de Saint-Romain, qui dit: le vrai mal, le fléau redoutable dont je sollicite la réformation, c'est l'université fondée par Bonaparte. Il n'y a de salut donc pour l'État que l'anéantissement donc total de tout, absolument de tout ce que Bonaparte a soutenu et partagé. Monsieur de Fellès fait un article où il lui répond point par point. Nous sommes le 29 juin 1816. Il répond donc dans le cadre du journal des débats. Donc durant l'article, il répète plusieurs fois monsieur de Fellès, qu'il défend les institutions et non les hommes qui passent. Il défend le système général avec le principe d'unité dans l'instruction qui en découle, à savoir le monopole universitaire. Et il précise, toujours le personnage, que bien des réformes restent à faire. Il souhaitait que les personnels de direction et d'enseignement, tous véritablement utiles dans tout système d'enseignement, soient entourés de considération et revêtus d'autorité, ce qui n'était pas toujours le cas ce jour. Nous sommes en 1816. Quelques années plus tard, le 18 novembre 1820, M. de Fellès s'intègre le corps des inspecteurs de l'Académie de Paris. Il va rester 10 ans inspecteur jusqu'à sa démission le 16 août 1830. Fontane. Donc, deuxième partie, Charles-Marie de Fellès, membre de l'université sous la Restauration. Donc, avec cette nouvelle donne, Monsieur de Fellès donc, retrouve sa place au sein de l'Université de France. Alors, à sa tête, donc vous remarquez sur l'organigramme que j'ai fait, donc ce que je vous ai dit tout de suite, entre 1815 et 1822, il n'y a pas de grand maître, mais à partir de 1822, le ton est donné. Monseigneur Frécinus, donc aumônier donc, du roi Louis XVIII, évêque d'Hermopolis, devient grand maître. On reprend la titulature de l'université impériale. À partir de 1824, regardez la titulature, Monseigneur Frécinus est ministre des Affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique. L'instruction publique passe derrière le ministre des Affaires ecclésiastiques et le ton donc est donné.
donc des structures en apparence donc liées à ce qui a existé sous l'Empire, maître, instruction publique, mais une volonté en fait d'attaquer le système, les ultra-progrès en fait, de l'intérieur. Alors, en dessous du grand maître de l'univers, pardon, en dessous du grand maître, oui, et du ministre des Affaires ecclésiastiques et de l'Instruction publique, on a le Conseil royal de l'Instruction publique, une dizaine de conseillers, essentiellement des politiques, hein, donc pas de rôle extraordinaire, des inspecteurs généraux qui ont un pouvoir uniquement sur les collèges royaux et qui inspectent, et puis, donc, dans la hiérarchie, on a les inspecteurs d'académie, je vais revenir aux inspecteurs de l'Académie de Paris, les inspecteurs d'académie, il y a 25 académies en France, donc depuis l'Empire, hein, depuis 1808, et nos inspecteurs de l'Académie de Paris, ce sont des inspecteurs un peu différents des autres. C'est-à-dire qu'ils sont entre les inspecteurs généraux et les inspecteurs d'académie. Ils sont, voilà, un peu différents, donc ils ne sont pas très nombreux. Et ils ont un bon traitement. Ils touchent 4 000 francs de traitement annuel. Et là, cela les met au niveau de chef de service, en fait, d'une grande administration. Voilà, Denis Frécinus, avec Dermopolis. Alors, monsieur de Feretz. Monsieur de Feletz, donc, devient inspecteur de l'Académie de Paris, l'un des 7 inspecteurs de l'Académie de Paris, et chacun des inspecteurs avait donc, l'Académie de Paris avait un ressort donc relativement important. C'était le plus vaste ressort de toutes les académies, puisqu'il y avait 7 départements. Donc, le siège de l'inspection académique de Paris est à la Sorbonne, qui a été remaniée en 1821 par le duc de Richelieu en souvenir de son ancêtre, le cardinal de Richelieu. Donc, 7 départements, donc la Seine-et-Oise, la Marne, l'Yonne, l'Aube, l'Eure-et-Loir, et j'en oublie toujours un. Donc, si c'est ça. Voilà. Donc, et alors, le partage se fait de la façon suivante. Enfin, c'est décidé par le pouvoir, bien entendu. Donc, monsieur de Feletz se retrouve avec une circonscription particulièrement vaste parce qu'il a le département de l'Yonne, oui, c'est ça, c'était Lyon que j'ai oublié, et d'autre part, le 10e arrondissement de Paris. Attends, je vais comprendre. Là, je vous ai mis, voilà, je vous ai mis un gros plan sur l'Académie de Paris. Donc, l'Académie de Paris, donc je vous ai énoncé les 7 départements. L'Académie de Paris est tenue par un recteur. Jusqu'en 1824, c'était l'abbé Nicole. L'abbé Nicole, c'est Dominique Nicole, très proche du duc de Richelieu. Il l'a suivi durant la Révolution en Russie. Et il a, alors que le duc de Richelieu était gouverneur d'Odessa, et il a créé le lycée d'Odessa, dont l'abbé Nicole a été donc, aujourd'hui le proviseur. Donc, en dessous donc, enfin, à partir de 1824, le recteur n'est plus l'abbé Nicole, c'est Monseigneur Frécinus, mais il est très occupé. Il va donc laisser sa fonction à Monsieur Roussel, je vous l'ai mis en dessous dans la hiérarchie. Il est inspecteur général des études chargé de l'administration de l'Académie de Paris. Donc, il y a un conseil académique qui est essentiellement aussi très, très politique, et nos inspecteurs d'académie, dont monsieur de Feletz. Alors, comment expliquer la nomination de monsieur de Feletz? Je pense que vous avez compris. C'est un homme qui connaît un petit peu la pratique, disons, de l'université. Il a eu des fonctions donc, sous l'Empire. C'est un homme sûr, hein, il est royaliste, il a une bonne moralité. C'est quelqu'un qui est proche du duc de Richelieu, et il est proche aussi de l'abbé Nicole. Donc, son affectation, je vous le disais, c'est le 10e arrondissement. Alors, donc, vous voyez donc en bleu,
le 10e arrondissement qui correspond, vous le savez certainement, au 6e et au 7e arrondissement, à peu de choses près, donc actuel. Alors, il n'y avait pas de collèges royaux, les collèges royaux étant réservés de toute façon aux inspecteurs généraux, mais il y avait donc de très nombreuses institutions. Alors, les institutions de garçons ou de filles, ça correspond en fait à un enseignement secondaire d'un relativement bon niveau, un peu en deçà des collèges royaux, mais bon, scolarité est correcte, tenue par des instituteurs particuliers. Et il y a beaucoup de pensions, notamment de jeunes filles dans cet arrondissement. Donc là, l'enseignement est plus tourné vers la couture, les travaux d'aiguille, enfin pour bien tenir sa maison et puis ensuite bien s'occuper de son mari et de ses enfants. Alors, le travail de l'inspecteur Félès, donc il s'agit pour lui, comme l'instruction du 1er février 1810, d'inspecter les collèges, institutions et pensions sur le plan des études, de la discipline et des mœurs. C'est déjà pas mal. Inspecter l'administration et la comptabilité des collèges, vous imaginez, il fait aussi d'autres choses. Hein. Porter toute l'attention voulue aux écoles primaires, alors je vous en parle tout de suite, pour éclairer et améliorer cet enseignement. Donc, depuis 1808, donc l'enseignement dans les écoles primaires était plutôt réservé aux frères des écoles chrétiennes. Mais donc, vous imaginez donc le type d'activité extrêmement multiple. Donc, j'ai trois orientations pour Monsieur de Félès sur lesquelles j'ai travaillé pendant ma thèse. Contrôler la morale d'un éducateur, ensuite distribution des prix et ensuite des commissions d'études. Alors, contrôler la morale des éducateurs. Très important dans la mesure où Monseigneur Frecinus, qui n'est pas un pédagogue, mais qui, évidemment, donc, de par sa formation, etc., et puis par son rôle, en fait, politique, veut absolument que les enseignants soient de bons royalistes, de bons chrétiens pour former de futurs bons, disons, jeunes, capables de suivre la royauté, etc., comme il le faut. Et donc, nous sommes en mars 1827 et l'inspecteur Félès s'est chargé par Hippolyte Roussel, vous avez vu donc tout à l'heure, dont le nom est apparu tout à l'heure, d'aller constater l'inconduite d'un répétiteur parisien vivant dans le 10e arrondissement. Donc, le répétiteur, c'est un certain monsieur Fauché, le sieur Fauché. Alors, je vous rappelle qu'un répétiteur, il est chargé de la surveillance, en fait, des élèves à l'intérieur d'un établissement, et puis lors des promenades, et puis en même temps, il fait réviser les cours, en fait, revoir les cours des élèves. Alors, l'inspecteur Félès reçoit sa mission, et voilà qu'il va dans le 10e, lequel il habite, puisqu'il habite à ce moment-là à la Mazarine. Il fait un rapport. Alors, je vous ai extrait un tout petit passage du rapport du 22 mars 1827 envoyé à Hippolyte Roussel. Le sieur Fauché demeure, comme il l'indique, rue Saint-Germain, donc des Prés, numéro 10, à la Poste aux Chevaux. La demoiselle Cyril Duplan réside fort bien, rue Mazarine, numéro 11. Il ne se cache ni l'un ni l'autre, et l'on invite ceux qui le demandent à monter. C'est ce que je n'ai pas fait, me persuadant que c'est là que finit ma mission. Distribution des prix. Alors, nos inspecteurs participent aux cérémonies donc officielles qui marquent la fin de l'année scolaire. Alors, à partir de 1803, il y a le réveil du concours général. Le concours général était très important sous l'Ancien Régime, hein, donc il avait été mis en place grâce au legs d'un chanoine donc, de la cathédrale de Paris, et en 1733, un legs, et donc il est remis donc, à l'honneur dès 1803. Le concours général donc, va rassembler donc, les élèves les plus exceptionnels dans les épreuves de latin, de grec, de philosophie, appartenant donc aux collèges royaux. Alors, les collèges royaux, c'est les collèges de la capitale, alors Henri IV, Charlemagne, nous avons Bourbon, nous avons le collège Saint-Louis,
Louis le Grand, bien sûr. Depuis 1821, il y a le Collège royal de Versailles, protégé, et 2 collèges très, très protégés par le pouvoir, le collège Stanislas, il n'y a pas de... et le collège Sainte-Barbe. L'inspecteur Fenetz appréciait énormément l'esprit du concours. Alors, je vous lis un passage d'un article au Journal des débats du 29 juillet 1824. C'est un compte-rendu, en fait, sur... Alors, pardon, la distribution des prix lors du concours général a toujours lieu, donc, à partir de 1803, donc, le premier lundi du mois d'août, vacances, et donc à la Sorbonne depuis 1822. Alors voilà ce que dit l'inspecteur Félix sur ce concours. Combien cette institution offre d'avantages, combien elle excite l'émulation et l'ardeur de la jeunesse. Elle est pour les élèves un vif aiguillon, pour les maîtres un puissant ressort, et elle est une récompense flatteuse des efforts et des talents des uns et des autres. Imaginez-vous, grand amphithéâtre de la Sorbonne, avec le grand maître, sous le portrait donc de Louis XVIII ou bien de Charles X, toute la hiérarchie en fait universitaire et dans les gradins, les parents, les élèves recevant donc des couronnes, des livres, etc. Donc c'est absolument extraordinaire. Et au lendemain de cette distribution donc des prix concours général, il y a donc une distribution des prix dans tous les collèges de l'Académie de Paris. Et Monsieur de Fellets, donc j'ai retrouvé à chaque fois donc sa présence jusqu'en 1829. Mettra un point d'honneur à être présent à la distribution des prix donc du collège Sainte-Barbe, aux côtés du recteur lorsque c'était l'abbé Nicole, surtout à partir de 1815, c'est le frère de l'abbé Nicole, Henri Nicole, qui était aussi un grand éditeur, qui prendra la direction du collège Sainte-Barbe. Et donc la distribution des prix, il aimera beaucoup la faire. C'est aussi, alors, dernière grande activité, la participation de Monsieur de Fellets, parce que c'est un homme de lettres, parce qu'il a donc toutes les compétences qu'il faut, à des commissions donc littéraires, des commissions dites commissions d'études. Alors, je parle de 3, en fait, ce sont les 3 commissions auxquelles il a participé. Alors, la première commission, vous l'avez en 1822-1823, c'est une commission pour l'examen de la méthode de Monsieur Ordinaire, qui était un recteur de l'Académie de Besançon. Je vous explique. Le latin est présent dans tout l'enseignement secondaire. Or, l'enseignement du latin était purement magistral et exactement enseigné de la même façon de la classe de grammaire jusqu'à la classe de rhétorique, sans tenir compte de l'âge des enfants, enfin des élèves. Donc, Monsieur Ordinaire, recteur de l'Académie de Besançon, avait trouvé une méthode qui est une méthode qui tenait compte en fait de l'âge des élèves en fait, hein, et qui était beaucoup plus dynamique et non pas magistrale. Donc, une expérimentation, ça s'est très bien passé à Besançon, dans l'Académie de Besançon, et Monsieur de Fellets, ses 4 amis, enfin on est à l'époque de l'abbé Nicole, demande à ce que la méthode soit expérimentée au collège, donc à l'institution Morin, qui se trouvait donc près du lycée actuel Louis le Grand. Ça marche très bien. La méthode est approuvée, et puis les politiques changent. Et Monsieur Ordinaire, on ne retiendra pas la méthode de Monsieur Ordinaire, très intéressante. Monsieur Ordinaire gêne les ultras. Il est pour l'enseignement notamment mutuel. C'est trop libéral. C'est sur un autre domaine, hein, dans un autre domaine. Alors que l'enseignement simultané, c'est l'enseignement que veulent les ultras. Il y a le maître, il y a les élèves, voilà. Ordre. Donc, mais il est présent. Une autre commission, commission d'instruction pour les lettres, nous sommes en 1826. Alors cette commission, donc, où M. de Fellets est aussi très important, elle doit en fait s'occuper de la rédaction des programmes pour les concours d'entrée à l'école en fait préparatoire, qui est une école prévue pour la formation des maîtres du secondaire. L'école normale, qui a existé pendant une courte période,
donc qui était jugé trop libéral et puis trop scientifique. Donc, ça n'allait pas. Donc, ils vont faire du travail intéressant, préparant le concours et préparant aussi les programmes de cette école préparatoire. Et là, ça fonctionne. Et puis, la troisième commission, là, elle est assez extraordinaire. Nous sommes en 1828-1829. Là, il y a un changement de gouvernement. Ce ne sont plus les ultras qui sont au pouvoir. C'est une période très intéressante, courte, mais dérangeante, enfin, pour beaucoup. À la tête du gouvernement, donc, nous avons M. de Martignac, qui est un royaliste modéré, qui est très proche, en fait, de ce qui avait été le duc de Richelieu, donc beaucoup de finesse, etc. Et un ministre de l'instruction publique, on retrouve le ministre de l'instruction publique, un certain M. Vatimesnil, qui, lui, veut changer la donne. Il veut que le latin soit un petit peu donc, mis en retrait pour donner plus d'importance, enfin pour donner de l'importance aux langues vivantes, à l'histoire, aux sciences. Donc, il lance, Vatimesnil, une commission des méthodes, une commission d'examen de l'étude des langues anciennes, 10 membres, dont M. de Felletz. Donc, je vous explique. Ils sont chargés, ces 10 membres, de faire un questionnaire envoyé à tous les recteurs, à tous les proviseurs de France. Et dans ce questionnaire, on demande aux recteurs, aux proviseurs, aux professeurs, de donner des idées pour diminuer la part du latin, mais sans trop la diminuer. Enfin bon, vous voyez, voilà. Or, le problème est le suivant. Les commissaires, ils sont tous à fond pour le latin. Monsieur de Felletz, il était rapporteur. J'ai vu, il a eu une conclusion assez extraordinaire. En gros, en fait, il faut revenir à la tradition, quoi. Enfin, il l'a dit d'une façon élégante, mais bon, c'était ça. Les proviseurs, les recteurs sont à fond pour le latin. Les proviseurs sont à fond pour le latin, qu'il y a que les professeurs qui sont pour le changement. Mais ça ne remonte pas. Ce qui fait qu'il n'y a pas de remontée véritablement intéressante, de solution. Enfin, c'est tout à fait, c'est assez surréaliste, mais je vous assure, c'est très intéressant. Donc, en fait, finalement, Vatimesnil prend la situation. Nous sommes en 1829. Il fait une ordonnance. Le 28 mars 1829, désormais, dans tous les collèges royaux, les langues vivantes seront obligatoires. Nous sommes à une période de tension extrême. Les ultras reprennent donc la donne. C'est le gouvernement Polignac qui chasse donc le gouvernement donc, de Martignac. C'est la réaction en fait qui triomphe. Monsieur de Montbel qui prend le ministère des Affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique, vous voyez, retour au passé. Monsieur de Felletz continue à faire son travail d'inspecteur. Hein. Et puis la révolution de 1830 donc arrive. Le 8 août 1830, le duc d'Orléans devient donc Louis-Philippe Ier, roi des Français. C'est un déchirement total pour M. de Felletz. Il a été très marqué pour lui, qui a toujours été, comme sa famille, donc pour les Bourbons. Le 16 août 1830, M. de Felletz, en fait, envoie sa démission au ministre, donc qui est le duc de Broglie. Il y a eu des changements de ministre. Et il évoque, alors avec beaucoup de tact, ce qui était aussi sa marque, il évoque sa cécité parce qu'il avait un très gros problème, les yeux, des soucis familiaux et sa mise en retrait. Il n'évoque jamais des questions d'ordre politique. À partir de 1830, M. de Felletz se replie, puisqu'il n'est plus au départ, il se replie à la bibliothèque Mazarine. Il deviendra en 1836 administrateur de la bibliothèque Mazarine. Il est nommé. Il a été élu à l'Académie française en 1826, donc il garde ces deux aspects. Et il vit au Palais de l'Institut, entouré donc par beaucoup d'amis, par sa petite nièce, Pauline de Foucauld, qui l'a vraiment portée au sens large du terme, noble du terme. Et c'est là où il va mourir, le 11 février 1850. Ainsi, vous voyez, le monsieur de Felletz n'a été que pendant une courte période
membre de l'université. Et il n'a pas eu un poste de premier plan. Il n'a pas été dans le premier cercle, il n'a pas été dans le second cercle, mais il a été un homme sûr, un homme loyal, pardon. Et il a fait le mieux possible dans l'enseignement secondaire, ce qui lui était donc demandé. Mais nous étions donc à une période où tout restait à faire, où l'enseignement n'était pas encore véritablement professionnalisé, où il fallait donc non seulement donc continuer à élargir en fait l'enseignement au plus grand nombre, mais il faudra énormément de temps, et puis s'occuper aussi de la formation des maîtres. Donc cela se fera par étapes. Donc sous la monarchie de Juillet, ce seront les lois Guizot dont je vous parlais tout à l'heure. Sous le Second Empire, Victor Duruy permettra donc aux jeunes filles, enfin petites filles, d'accéder à l'enseignement donc public gratuit pour des enfants, donc filles, dans des communes de 500 habitants, donc au minima, avec une école obligatoire. Et puis sous la Troisième République, ce seront les lois Ferry, 1880-82, avec une école publique, gratuite, obligatoire. Et donc, je suis à la fin, je ne sais plus. Voilà, gratuite, publique, obligatoire. Voilà, je vous remercie de votre attention. Y a-t-il des questions? Non, je voulais. Si ça marche, ça ne pas très fort. Oui, je voulais tout d'abord vous remercier pour cette présentation qui nous a permis de parcourir toute une période de l'histoire de l'enseignement qui est peu connue et qui nous montre que finalement les problèmes de l'enseignement sont récurrents et que l'on n'en sort pas, ça s'articule, etc. Des déclarations, les ministres le sont, les ministères le sont. Voilà. Donc ça, c'était tout à fait intéressant de voir que ce n'est pas quelque chose de finalement très nouveau. Et cela tranche donc avec, si je peux dire, la période antérieure de l'ancien régime. Un peu de Marie-Madeleine Beaupère et puis des personnes que vous avez citées. Il y avait, ça m'a été peut-être d'être dit, donc je l'ai dit, il y avait des collèges et il y avait énormément. Les travaux de Marie-Madeleine Beaupère me montraient, on pensait avant qu'il y avait quelques collèges sur l'ancien régime. En fait, il y en avait pratiquement dans le moins de chef-lieu de canton. Et il y avait donc une instruction élémentaire, mais une instruction qui était donnée. Et donc, il y a eu, avec la suppression des congrégations, les débuts de la Révolution française, un effondrement d'enseignement. Et alors là, c'est un point que vous n'avez pas évoqué, mais vous voyez ce que je veux dire. En réaction à cet effondrement, les révolutionnaires étaient tout à fait conscients, pas tout de suite. Sous le directoire, on a créé des écoles centrales. Une par département. Une école centrale par département, avec des programmes d'enseignement très modernes, tout à fait originaux, et qui ont été des institutions remarquables et qui ont duré jusqu'au début de l'Empire. 1802. Voilà, à l'instauration. Mais donc, il y a eu cette tentative. Alors voilà, excusez-moi Mais je vous en prie. de rappeler ce petit point qui est quand même important. Parce que ça a marqué, il y a même eu un débat. Alors après, on a vu apparaître les lycées, mais pendant longtemps, le terme de lycée est employé indifféremment par des établissements d'instruction, par des sociétés savantes. Il y a eu un texte d'Adam Béchard où on a interdit, on a réservé l'usage du lycée à ces établissements d'enseignement secondaire. Il y en avait un par département et puis après ça s'est démultiplié. Voilà le petit commentaire que je souhaitais ajouter à votre parcours de cette vie qui n'est pas de premier plan, mais qui est immédiatement de deuxième plan et où on voit tous ces mécanismes
fonctionner. Et donc, comme vous disiez en votre introduction, c'était finalement davantage, comme M. Tsellet, qui à côté de cela est quand même une personnalité tout à fait remarquable, enfin, je l'ai dit, je vais pas, mais bien marque bien toute cette période et l'histoire de ces. Voilà, je vous remercie. Oui, merci. C'est très intéressant. Qu'est-ce qu'il y a eu comme rôle à la bibliothèque Mazarine? Parce que c'était son dernier poste. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant? Et est-ce que le fait qu'il soit aussi à l'Académie française a créé le lien avec la bibliothèque de l'Académie à l'époque? Déjà, je vais vous décevoir. Comme m'a très gentiment dit M. Sordet, donc l'administrateur de la bibliothèque Mazarine de l'Institut, donc à l'heure actuelle, Madame, il était membre de mon jury de thèse, Madame Procureur, je vais vous décevoir. Votre personnage n'a pas été un grand conservateur, un grand administrateur. Et c'est vrai que j'ai travaillé sur les archives de la bibliothèque Mazarine, Monsieur Latour est présent. On ne trouve pas grand-chose sur lui. Hein. Effectivement, il n'entre pas donc dans les grands conservateurs tels qu'a été donc l'abbé Leblond, donc sous la Révolution, qui a sauvé en fait des documents multiples, etc. Ni donc chartiste, l'école des chartes, c'est mieux que moi, donc n'est créée que sous la Restauration. Donc, écoutez, on parle d'un canonicat littéraire. Je pense qu'il a dû faire comme son travail sérieusement, je ne sais pas vraiment quoi, mais il a dû écrire des articles au Journal des débats et travailler quand même, mais voilà, pas extraordinaire. Enfin, j'aime beaucoup M. Tsellet, voilà. Donc, ça. Alors, pour l'Académie française, il est élu en 1826. Chateaubriand lui disait depuis des années, vous devriez vous présenter. Mais honnêtement, je pense qu'il était tout à fait conscient, il ne s'en sentait pas digne, sachant qu'il n'a jamais écrit. Alors vous allez me dire, il n'est pas le seul, mais d'ouvrages. Hein. Donc il a écrit énormément, il a écrit 575 articles au Journal des débats, Journal de l'Empire, Mercure, etc. Bon, il se présente finalement donc sous la Restauration en 1826 et là il va être élu, mais il n'est pas élu au premier tour, il a des concurrents assez rudes. Et là, bon là encore, j'ai consulté, il a écrit il était très assidu à tous les types de séances à l'Académie, de 1826 à 1850. Donc là aussi, j'ai travaillé sur les archives, son dossier en fait à l'Institut et puis les relevés de présence, vous savez, donc lors des différentes séances. J'ai pu faire, enfin, pour ma thèse, tout un graphique montrant justement ça lui tenait à cœur. Donc, il a fait 2 communications, mais très académiques en fait, qui étaient demandées. Voilà, il n'a pas été très... Voilà, tout ce que je peux vous dire. D'abord, on remercie pour exposer tout. Parlez bien, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Et d'autre part, je voulais, puisque c'est la période des vœux, vous allez reprendre une question à laquelle il n'a jamais été répondu. Notre bulletin, le bulletin de la Société historique, ne recense ni ne mentionne jamais les publications pourtant nombreuses qui évoquent l'histoire de l'arrondissement, du 6e arrondissement. Alors, je voulais savoir comment. Vous pouvez répondre? Comment? Ah, oui. Comment? Oui, c'est pas du tout le sujet. Je dirais simplement que le bulletin de la Société historique rend compte de l'activité de la société
ce n'est pas un bulletin bibliographique. Bon, voilà. Alors ça, on pourrait rajouter une rubrique bibliographique, mais bon, c'est... Ce qui intéresse sans doute. Ah oui, oui, Ceux qui s'intéressent à l'histoire du 16e. incontestablement. Donc, c'est un an et une année. Rien n'est parfait. Personne. Certes pas. Et vous le savez parfaitement. Moi, c'est juste un petit détail là-dessus, sur vous avez dit sur l'académie. Je me posais la question, est-ce qu'à l'époque, il y avait déjà l'académie du système de réception? Et si oui, qui l'a commencé dans ce prochain? Alors oui, je vais voir monsieur Guérotret. Monsieur Auger. Alors, je ne vais pas vous dire, dans mes souvenirs de thèse il y a 2 ans, monsieur Louis-Simon Auger, donc, a fait un discours. Voilà. Oui, bien sûr, oui. Donc, on le trouve dans ma thèse. Il peut être consultable sur le site de l'Université Paris-Sorbonne. Voilà. Voilà, donc, et puis on retrouve bien sûr sa réponse, etc. Et alors, Pardon, excusez-moi, qui l'avait accueilli? Je sais pas. Non, les bonbons. Alors, monsieur je me suis tellement... Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais juste une petite, puisque vous parlez de l'académie, il a fait en fait un très beau texte, enfin monsieur Tveletz, en réponse à son accueil, un très très beau texte où il parle en fait de son amour des lettres, qu'il avait toujours en fait chevillé au corps lorsque les épreuves lui avaient été donc données en fait, hein, et notamment il dit bien, c'est lié au ponton de Rochefort où à un moment donné ceux qui sont sur les pontons, on leur retire tout. Ils n'ont plus de bréviaire, ils n'ont plus rien. Donc, jusqu'au moment, en fait, où il n'a plus la possibilité de lire, quel que soit le livre. Et c'est très, 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 très fort. Et lorsqu'il parle ensuite, toujours dans ce discours de réception-réponse, de la façon dont il a envisagé son métier de critique littéraire. Il l'a véritablement envisagé comme une mission, une sorte de mission supérieure. Et moi, c'est ce que j'ai argumenté en fait dans ma thèse, ce qui a été bien reçu par monsieur Tuard, etc. Bon, il est resté un homme d'église, fidèle à sa foi jusqu'au bout, n'ayant pas de ministère, mais en même temps ayant pris toutes les fonctions qu'il avait avec le cœur et avec la force de ses valeurs. Donc, c'est très, très intéressant. Voilà. Bon, s'il n'y a pas d'autres, oui, s'il n'y a pas d'autres questions, donc la séance est levée. Merci beaucoup.